La femme, héroïne de la crise socio-économique en République démocratique du Congo, cette femme pourtant économiquement très pauvre doit retrouver sa place dans la société. Comment expliquer l'augmentation de violences faites aux femmes dans les zones non touchées par des conflits armés? Pourquoi le nombre de femmes au poste décisionnel est insignifiant? On les remarque en effet, au sein des partis politiques, il y a beaucoup de femmes. Au sein des églises, il y a beaucoup de femmes. Mais elles ne sont pas dans des postes de décision. Pourquoi cela? C'est la question que nous nous posons en ce jour. Les mariages précoces et forcés volent l'enfance à des milliers de filles, conduisent à la déscolarisation, à des grossesses non désirées. Des traitements inhumains sont perpétrés sur la femme au nom des traditions ou des lois injustes. Le meurtre des femmes pour sauver l'honneur de la famille sont parmi les conséquences les plus tragiques. Durant tout le mois de mars, la RTNC, votre télévision, va donner de la lumière sur le combat de la femme. Les avancées réalisées sur son parcours, ses peines, ses difficultés, mais aussi ses victoires. Des reportages inédits et plateaux spéciaux sur des femmes privées de la parole. C'est à suivre sur la télévision nationale. C'est ça, la femme et sa condition. Les mois lui est consacré. Le Conseil extraordinaire des ministres sur le cas coronavirus se tient en ce moment à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui suit de près cette situation sanitaire du pays, préside cette réunion et entend passer à la vitesse supérieure. Nous apprenons également que plus ou moins 34 wagons contenant des marchandises sont partis en fumée et pour cause l'inadvertance d'un convoyeur qui fumait juste à côté d'un wagon citerne bourré de carburant. Cela s'est passé à Luena dans la province du Olomami. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Toutes les informations possibles sur le coronavirus ont été données à la représentation nationale. Invité à la séance académique aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le docteur Jean-Jacques Muyembe invite tous à la responsabilité. Sylvie Moembo, Bernard Baudot pour le reportage. Une séance académique qu'il fallait pour donner à la représentation nationale toutes les informations sur Ebola et le coronavirus, annoncée par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de mars. Cette séance académique a permis au docteur Jean-Jacques Muyembe de donner les explications scientifiques qui montrent une similitude entre Ebola et coronavirus. Précédé par le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, qui est intervenu pour donner les statistiques de l'état actuel de la pandémie dans le monde et en République démocratique du Congo, le docteur Muyembe a commencé par une interpellation. Le coronavirus, ça fait peur. Ça fait peur et si nous ne faisons pas attention, nous allons prendre des mesures dans la précipitation parce que ça fait peur. Donc nous devons dès maintenant avoir la maîtrise et nous baser sur les données scientifiques. Donc le virus, c'est très simple. C'est le matériel génétique, soit le RNA, soit le DNA, entouré d'une couche protéique. Une présentation qui a suscité des interrogations et des questions des honorables députés pour plus d'éclaircissements. Les rumeurs qui courent les rues et les propos mensongers attribués au professeur Jean-Jacques Muyembe ont tous été balayés par ces scientifiques congolais. 4 cas confirmés au laboratoire et je vous en prie, ne doutez pas des résultats des laboratoires. J'ai été peiné d'apprendre que le premier cas a contesté cela. Quand moi je suis arrivé,
j'ai demandé qu'on fasse le séquençage de ces cas. Si c'était négatif, nous n'allions pas voir les images du virus par le séquençage. Et moi, je suis convaincu que le monsieur a fait la maladie. Et les autres cas qui arrivent, nous les confirmons au laboratoire parce que nous sommes bien équipés. On a suivi une formation, l'OMS a confiance en nous. Il ne faudra pas que l'OMS ait confiance en nous et la population doute. C'est un problème de conscience. Nous sommes maintenant devant des cas de conscience. Devons-nous continuer à blaguer jusqu'à quand? N'est-ce pas? Par les réseaux sociaux. Il y en a même qui ont dit que, moi j'ai dit que le virus ne peut pas attraper la peau noire. Où est-ce que j'ai dit ça? Donc, ça sont des choses vraiment qu'il faut éviter. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a profité de ces jours anniversaires du docteur Jean-Jacques Muyembe pour lui offrir un cadeau et s'incliner ainsi devant l'immensité de l'œuvre scientifique de ces dignes fils du pays. Plus le jour passe, plus les cas déclarés positifs s'augmentent. Pour éviter le confinement, les écoles consulaires à Kinshasa ont fermé leurs portes momentanément. Il s'agit de l'école française, lycée Prince de Liège et Joel's International School. Un constat fait par Doris Mozotamboui. À l'instar d'autres pays du globe victimes du coronavirus, la République démocratique du Congo vit des jours d'incertitude et d'inquiétude. En l'espace d'une semaine, 4 cas sont déclarés positifs officiellement par le ministère de la Santé publique pour un pays de plus de 80 millions d'habitants, dont 11 millions pour la ville de Kinshasa à elle seule. Il faut là donc une sensibilisation à grande échelle contre le Covid-19. Mais malheureusement, plus d'un Congolais choisit de vivre dans une psychose permanente car ignore l'ampleur de cette pandémie qui a déjà causé plus de 7000 morts à travers le monde. La France, considérée comme l'un des épicentres du coronavirus, après l'Italie a décidé de fermer les écoles. Un effet d'entraînement dans toutes les écoles consulaires du monde. À Kinshasa, l'école française, mais aussi le lycée Prince de Liège ainsi que Joel's International School ont fermé leurs portes, prudence oblige. Une ambiance inhabituelle alors qu'il est midi. Pas un chat dans la salle de classe, encore moins dans la cour. Hier, tard dans la nuit, les parents ont reçu des SMS leur demandant de garder leurs enfants à la maison. Donc, l'école a pris une décision pour protéger les enfants. Parce que pour moi, je pense que les enfants sont vulnérables et cela nécessite qu'il y a des mesures qui soient préventives et qui peuvent être là pour la protection des enfants. Et je pense que la décision que l'école a prise, c'est une bonne décision. L'école va désinfecter toute sa concession. Et là, ça sera une bonne chose pour s'assurer que les enfants ne pourront pas être contaminés, mais c'est une bonne chose. Pendant ces temps, les écoles de Kinshasa continuent à fonctionner normalement. C'est le cas du collège Boboto, le lycée Bosangani et autres. Aussi, des vols en provenance des pays touchés par la pandémie continuent à atterrir sur le sol congolais. Les églises fonctionnent normalement comme si rien n'était. Les Congolais se questionnent sur son futur face à cette urgence sanitaire. Une sensibilisation générale est plus qu'urgente. La sensibilisation contre le coronavirus est une affaire de tous. Voilà pourquoi le sénateur Jean Boko Mito s'implique dans la sensibilisation et invite le gouvernement à prendre des mesures de prévention. Angèle Mabiala-Landou, Jules Lombo-Kachita, reportage. Un 4e cas vient d'être confirmé par le gouvernement, d'où la mobilisation doit être totale. Tout le monde doit être impliqué dans la sensibilisation. Le cas du bureau du Sénat qui vient de suspendre ses plénières jusqu'à ce qu'une garantie soit donnée. Pour le sénateur Bakomito Gamboujan, le gouvernement doit aller plus loin dans la prise de mesures de prévention contre cette pandémie mondiale déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. Nous également, je pense que nous devons prendre des mesures courageuses pour suspendre, n'est-ce pas, les liaisons avec ces pays. Mais il y a également la sensibilisation qui doit être multipliée. Je vois qu'à l'aéroport, certaines mesures ont été prises, mais il faut renforcer davantage. C'est-à-dire qu'il faut que nos agents qui sont à la frontière, qui font un travail remarquable, n'est-ce pas, acceptent par exemple
que leur température soit prélevée chaque jour. Il faut absolument que les Congolais abandonnent certaines habitudes, les accolades, les salutations. Pour une ville comme Kinshasa, où nous vivons de jour au jour, ce ne sera pas facile, où il y a un problème d'électricité, ce ne sera pas possible d'envisager un cantonnement. On risque d'avoir des populations qui vont braver la faim pour aller affronter les virus dans les rues de la capitale. Vous voyez, toutes ces choses-là nous appellent à réfléchir, nous appellent à solliciter du gouvernement que des mesures plus draconiennes, des mesures un peu plus fortes soient prises pour éviter que ces virus ne se propagent dans la ville. Donc il faut plus une sensibilisation et il faut évaluer la capacité de riposte de nos services sanitaires aujourd'hui. On a vaincu l'Ebola, on a déjà trop de problèmes, il ne faut pas en rajouter. Plus vite les leaders d'opinion s'impliqueront dans la sensibilisation, plus vite ce virus sera contenu dans notre pays, où la population est encore réticente. De son côté, le ministre d'État, ministre des Médias, poursuit ses contacts avec les artistes pour leur implication dans la sensibilisation du coronavirus. La population est appelée à prendre très au sérieux la pandémie désastreuse du coronavirus qui décime les populations à l'échelle mondiale et prendre des précautions recommandées. C'est autour de ces messages clés que le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino, dit Wampovesa Makelele, a échangé avec ses artistes pour vulgariser davantage afin de renforcer la sécurité sanitaire dans différents milieux. Notre rencontre avec le ministre de Communication et Médias était de voir ensemble comment expliquer à la population en général que cette maladie existe et tue. Le gouvernement congolais doit mobiliser les moyens pour nous permettre de sensibiliser cette population en général. Nous sommes des artistes et leaders d'opinion. Nous avons les atouts possibles pour sensibiliser la population contre cette pandémie. Les gens disent que cette maladie ne peut vivre au Congo parce qu'il fait chaud, d'autant plus qu'elle résiste dans la fraîcheur. C'est pourquoi nous devons tous sensibiliser cette population. Le monde entier a bougé à cause de cette maladie. Le travail est pénalisé à cause de cette maladie. Comme nous avons la facilité de convaincre la population sur coronavirus, cette pandémie existe. Nous devons sensibiliser correctement la population pour qu'elle prenne ça au sérieux. En ce qui les concerne, ces artistes ont pris le soin de s'y mettre tous pour faire passer les messages en vue d'un changement responsable de tous afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Je rappelle qu'il se tient en ce moment la réunion extraordinaire des ministres sur le cas coronavirus. Et bien, cette réunion est présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous aurez les images dans nos prochaines éditions d'information. Autre chose à présent, après avoir participé à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de mars au Sénat, le président du Sénat de la République du Congo a regagné Brazzaville aujourd'hui. Eugénie Chabani, reportage. Un bref séjour à Kinshasa pour prendre part à l'ouverture de la session ordinaire du Sénat comme hôte de marque du président de cette chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Thambou Mwamba. Le président du Sénat de la République du Congo, Pierre Ngolo, vient de regagner son pays par les Beach Ngobila. Le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, a accompagné son homologue au Beach Ngobila à la frontière des capitales des deux Congos, les capitales les plus rapprochées du monde. Le président du Sénat du Congo-Brazza s'est dit très satisfait pour l'hospitalité. Je suis très content d'avoir effectué ce déplacement pour Kinshasa à l'invitation de mon frère, président du Sénat. Le séjour s'est très bien passé. Il faut inscrire ce déplacement dans le cadre du renforcement des relations qui existe si heureusement entre nos deux peuples, nos deux États
et nos deux chefs d'État. Les chambres hautes des deux rives du Congo doivent activement s'employer à promouvoir ce bon voisinage, à consolider la fraternité qui existe entre nos deux peuples. Je dis, je suis venu, je repars marqué. Il a par la même occasion apprécié le conseil prodigué par le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, à la classe politique congolaise pour la sauvegarde des acquis de l'alternance pacifique au sommet de l'État. Ici, comme du côté de la rive droite, nous avons depuis un certain temps pris la résolution de construire la démocratie pluraliste. Et la démocratie pluraliste suppose l'alternance. Et nous avons déjà vécu l'alternance au Congo. Il n'est pas exclu qu'un jour, on revive l'alternance. C'est le fonctionnement de la démocratie. Juste après, il a pris place à bord du hors-bord en partance pour Brazzaville. Le renforcement de la justice congolaise était au cœur des échanges que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux a eu avec l'ambassadeur de l'Union européenne, Jacques Kabouaba-Sedouga. Reportage. Avec une expérience dans plusieurs secteurs, l'Union européenne compte appuyer la justice congolaise avec une enveloppe de 35 millions d'euros. L'annonce a été faite au cours d'une séance de travail entre les vice-premiers ministres, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundayaka Sende, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier. On a parlé de ces sujets et plus largement, monsieur le vice-premier ministre, on a parlé évidemment de notre action en faveur de la justice, du nouveau programme de l'Union européenne pour la justice, un programme de 35 millions d'euros qui va être mis en place et qui va être prochainement signé. Nous sommes en train de discuter la convention de financement. Les deux personnalités ont par ailleurs parlé des conditions de vie dans les prisons de la RDC. Les vice-premiers ministres Tunda et son hôte ont concrètement évoqué la problématique de la surpopulation dans les milieux carcéraux. Selon les diplomates européens, il était question de voir comment l'Union européenne peut collaborer avec les gouvernements congolais pour contribuer ensemble à l'amélioration des conditions de vie dans les maisons carcérales. Nous avons continué à évoquer la situation dans les prisons. C'est une préoccupation forte pour l'Union européenne et ses États membres. La situation humanitaire et la situation préoccupante des prisons, la surpopulation carcérale en RDC, c'est une préoccupation partagée avec monsieur le vice-premier ministre. Nous avions échangé des courriers sur le sujet et nous avons tenu à nous voir pour voir comment nous pouvions apporter des solutions. Jean-Marc Châtaignier a saisi cette opportunité pour insister sur la nécessité pour la justice congolaise de veiller à ce qu'il ne soit gardé dans les prisons que des individus qui ont réellement commis des actes répréhensibles. Il est donc important, a-t-il renchéri, que tous ceux qui ont été arrêtés irrégulièrement soient relâchés. L'Union européenne est attachée au renforcement de la justice congolaise. C'est dans cette optique qu'elle a finalisé la réhabilitation du camp de détention de Luzumu et le pavillon 11 de la prison centrale de Makala. Le projet sur la navigabilité du fleuve Congo, Banana Kinshasa Kisangani, était au cœur d'une réunion aujourd'hui à la présidence de la République. Plus de détails avec Willy Atonakov. La navigation sur le majestueux fleuve Congo de Banana à Kisangani, en passant par Kinshasa, ce n'est pas une utopie. Le projet est réalisable. Il se trouve en étude au cabinet du Conseil spécial du chef de l'État en matière des infrastructures, Alexandre Kayembe de Bampende, qui a réuni tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ces projets de grande envergure, les directeurs généraux et experts de la SNEL, la Régie des eaux, la SCTP, la RVF et la CVM. Ils vont travailler avec les experts de la génie militaire d'Égypte. C'est là même qui a participé à la construction du canal de Suez. Le projet de navigabilité Banana Kinshasa Kisangani s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entrevoit la création d'un boulevard naturel sur le fleuve Congo, explique le conseil spécial du chef de l'État en matière des infrastructures. Le concepteur de cette idée, c'est le chef de l'État. C'est lui qui s'est inspiré de la grandeur de la République. Il voit les difficultés d'infrastructures que nous avons. Un sac de ciment qui coûte aujourd'hui $8 à Kinshasa. Dans les fonds fins de la République, il y a des endroits où il coûte
40, 50 voire $100. La voie fluviale, c'est la voie la plus cheap, qui coûte moins. Et le président, un jour, disait, mais pourquoi on ne peut pas aujourd'hui ouvrir les fleuves du Congo à partir de Banana et voir les bateaux arriver jusqu'à Kinshasa, Kisangani, Lusambo, Bukama, au niveau de la consultation, SNEL, Régie des eaux, CVM, et tout le monde était unanime que les études existaient. Et aujourd'hui, pour rendre les fleuves du Congo navigables, nous avons rencontré chez les chefs d'études, le professeur Arnold Robert de l'Université de Liège, qui nous a confirmé, nous a fait une belle présentation pour nous dire qu'aujourd'hui, s'il y a une volonté, il a d'abord apprécié la vision des chefs qui avaient l'intérêt particulier à ces projets. Ces grands projets intégrateurs du chef de l'État est à saluer. Il avait été envisagé en 1925 par le colonel Van den Ven de la génie militaire belge, souligne le directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo. Le projet que nous venons de suivre aujourd'hui, c'est un des grands projets qui est réalisable parce que c'est un projet qui était même à l'origine du projet d'Inga. La Belgique, après le passage de Stanley, qui avait parcouru tout le fleuve et qui avait déterminé les biefs navigables et les biefs non navigables, avait constaté qu'on ne pouvait pas remonter les bateaux de l'océan jusqu'au pôle Malébo, donc à Kinshasa. Aujourd'hui, on est en train de développer le grand projet Inga 3. Et ce projet peut permettre de rendre navigable une bonne partie du fleuve parce que ça va remonter les eaux de Inga jusqu'à Luozi. Et ainsi de suite, on peut donc combiner les barrages avec des écluses et rendre plat les eaux de façon à ce que les bateaux puissent monter en escalier. J'avais annoncé au début de ce journal l'incendie déclaré à la gare de la SNCC Luena dans la province du Haut-Lomami. Des wagons contenant des marchandises en provenance de Lubumbashi ont pris feu, causant d'énormes dégâts matériels et une perte en vies humaines. Nous avons joint pour vous au téléphone l'administrateur du territoire. L'origine de cet incendie serait le wagon chargé du carburant, de l'essence. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, c'est parce que nous venons d'y effectuer une descente avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur Aïe de la province du Haut-Lomami. Les convoyeurs de ce wagon commençaient à fumer sa cigarette, ne sachant pas que les produits qui étaient chargés, et vu aussi la température dans la commune de Luena, il a jeté sa cigarette et c'est ce qui a créé l'incendie. Et le wagon a pris feu, ce feu s'est propagé sur d'autres wagons. Au total, dans les installations, il y avait 60 wagons qui étaient chargés de marchandises. Les autres, ce sont des wagons fermés. Et d'autres, ce sont des wagons bâchés, c'est-à-dire les wagons vides qui ne sont pas fermés. Et toute la cité était enfumée. Et la population a apporté son secours en 4 wagons qui ont été sauvés. Les convoyeurs déclencheurs de cet incendie seraient morts, donc calcinés totalement. Nous avons trouvé que les eaux répondaient au nom de M. Joël, celui qui est décédé jusque-là. Il n'y a pas de blessés, sauf qu'il y a des personnes qui, selon les sources des passagers, jusque-là sont disparues. Nous n'avons ni identifié les traces de leur corps, donc c'est-à-dire ils se seraient soit en fuite ou bien ils sont encore dans les décombres pour l'instant. Il est difficile d'avoir un train qui du nord vers le sud ou bien du sud vers le nord. Donc il va falloir que les autorités nationales, mais ensuite que les gouvernements de la République puissent vraiment diligenter une mission d'urgence afin de rétablir même une série, même 2 lignes pour permettre à ce qu'il y ait la circulation parce que nous étions avec une seule voie d'accès vers le nord ou soit du nord vers le sud. On ouvre donc la rubrique Femmes par la découverte d'une Congolaise à la tête d'une organisation africaine maritime. La 7e édition du Forum Les Panafricaines a vécu, organisée du 6 au 7 mars à Casablanca au Maroc. Cette 3e rencontre des femmes des médias initiée par la radio DZM a réuni
plus de 300 femmes journalistes venues de 54 pays pour parler de l'urgence climatique et spécifier les rôles que les médias africains sont appelés à jouer comme acteurs du changement. 2 jours durant, les questions ayant trait au changement climatique ont été débattues et examinées de fond en comble dans le seul but de mobiliser les médias africains pour la stimulation des débats publics autour de la problématique du changement climatique et de son impact sur nos pays d'Afrique, comme l'ont bien précisé les intervenants du jour. 6 thèmes ont été ainsi sélectionnés pour appuyer l'urgence climatique car sans action immédiate, il a été constaté qu'il serait beaucoup plus difficile et coûteux pour les Africains de s'adapter aux lourdes conséquences futures de ces changements climatiques sur l'Afrique, un continent qui ne produit que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ainsi donc, tous les participants répartis dans ces 6 ateliers ont donné des réponses appropriées sur comment réussir la transition énergétique de l'Afrique en utilisant plus l'énergie solaire, les défis d'une gestion rationnelle des ressources hydriques, l'agriculture durable pour une économie verte pour l'Afrique. Autre sujet développé, l'impact sanitaire des changements climatiques, quelle stratégie à adopter, quel développement durable pour les villes africaines et aussi la gestion des déchets, levier décisif des luttes contre les changements climatiques. Autant de sujets dont les résolutions ont fait l'objet d'un plaidoyer à la plénière, laquelle plénière a pu participer au vote électronique pour l'adoption du plan d'action 2020-2021. C'était avant les grands débats sur l'initiative et engagement africain pour s'adapter au changement climatique. Nous étions plutôt à Casablanca, au Maroc, où les femmes journalistes venues de 4 coins du continent africain ont abordé des questions liées à l'urgence climatique au cours d'un forum. Et là aussi, nous sommes en harmonie avec la réalisation. Nous pouvons découvrir cette femme congolaise qui est à la tête d'une organisation maritime. Les femmes ne sont pas en reste dans les travaux de construction des seaux de moutons initiés par le chef de l'État. Nous sommes ici au croisement des avenues de Libération ex-24 novembre et Cabinda, non loin de la RTNC. La présence de 2 femmes sur ces chantiers nous a attirés. L'une d'elles, Alice Bahati, est spécialiste en environnement. Cette ingénieure de l'INBTP, Institut national des bâtiments et des travaux publics, joue pleinement son rôle en coordonnant plusieurs autres techniciens sur terrain. Il n'y a pas assez de difficultés, surtout partant de ma rigueur et de mon respect du travail qu'on me demande à faire. Certaines personnes disent que les femmes sont capricieuses, mais moi je dis non. Dans le domaine du travail, nous mettons notre caprice de côté et on se donne au travail. C'est à ça qu'on aboutira, n'est-ce pas, à cette égalité que nous sommes en train de chercher. Heureuse Moujiji est la 2e femme du chantier. Étudiante à l'ISP Gombe, elle a choisi de faire son stage ici en tant que femme de terrain. J'aime bien me trouver sur terrain. J'aime bien me trouver là où il y a la pratique. Quand je vois les sauts de mouton avancer, je me sens fière de moi-même. Je me sens forte avec ces genres de métiers. Et depuis le début du chantier saut de mouton, je suis là. Si nombreux sont d'avis que le métier technique reste encore l'apanage des hommes, ces 2 ingénieurs femmes ont prouvé le contraire. C'est un peu difficile de travailler avec les hommes parce qu'il y a 2 fois, tu vas trouver un papa. D'abord, tu es une fille, une petite fille par rapport à lui. Il se sent comme si tu es sa femme à la maison. Il y a 2 fois c'est ça, mais il y a 2 fois si tu apprends juste à parler avec eux, il y a 2 fois ça change. Tu apprends, il faut juste apprendre à parler avec eux, avec politesse. Des fois, oui, ils ne peuvent pas faire le travail très bien comme tu le voulais, mais il y a 2 fois, tu es un peu douce avec eux, tu fais un peu la maman, la petite fille. Et parce que ça pousse aussi les hommes à faire mieux. Quand ils voient que non, une fille peut faire ça, ils se disent, moi aussi, je peux faire mieux. Je sens que non, si les femmes aussi se donnent à ces métiers, les hommes aussi peuvent faire mieux. Et donc, ce métier, je l'ai fait d'abord pour sortir de l'ordinaire parce que c'est toutes les filles qui font la médecine, d'autres l'économie, d'autres font le journalisme. Alors sortir de l'ordinaire, faire quelque chose que c'est plus les hommes qui le font et c'est une façon de chercher à s'impliquer dans le domaine où la femme ne pouvait pas avoir accès et retrouver la femme comme le cas du chantier par exemple. Rare était le fois de voir une femme sur chantier.
Et donc c'est une expérience très particulière et motivante aussi. Avis partagé par leurs collègues masculins, précision du chef de chantier Magloire Kisonga, qui salue la bravoure de ces femmes qui s'acquittent de leurs responsabilités avec professionnalisme. Ici, au chantier, j'ai plus ou moins 100 personnes par jour et je n'ai que 2 femmes. Les 2 femmes sont dynamiques. Et premièrement, celle qui est chargée de l'environnement ici, sur le chantier, elle a quasiment tout le jour à sa disposition 6 ouvriers, hommes à gérer. J'ai jamais eu de problème avec elle depuis le début. Souvent les gens disent que ce n'est pas facile qu'une femme gère les hommes, mais elle a su gérer, chaque jour elle gère au moins 6 hommes. La femme congolaise est appelée à apporter sa pierre à l'édifice grâce à son potentiel intellectuel, surtout dans tous les domaines de la vie nationale. La Ligue des femmes de l'UDPS, Fédération Lualaba, a célébré à sa manière la journée internationale de droits de la femme. Une journée de réflexion a été organisée autour de la commissaire générale en charge de la famille et enfants. L'hymne de l'UDPS a retenti le dimanche 15 mars dans la salle Chapiteau Regios à l'occasion de la célébration du mois de mars par la Ligue des femmes de l'UDPS Fédération du Lualaba. Plusieurs femmes et quelques hommes membres de ces partis politiques, cher Étienne Tshisekedi, ont donné à cette célébration une image festive autour de la commissaire du genre famille et enfants, Nathalie Ngandou. En véritable femme d'action, Nathalie Ngandou a été couronnée à son arrivée par un accueil hors ordinaire, prouvant ainsi la force des ligues des femmes du parti présidentiel en RDC. S'inscrivant dans l'ordre du thème de l'année, Madame Nathalie Ngandou, en sa qualité de la patronne du genre au Lualaba et de la haute facture des ligues des femmes UDPS Lualaba, a utilisé son expertise conciliée à son expérience en matière de femmes pour inviter ses semblables à mettre en valeur les qualités qu'incarnent les femmes pour les biens sociaux de notre pays. J'ai demandé aux combattantes de l'UDPS par rapport à notre thème national. Notre thème nous demande de s'élever pour défendre le droit de la femme. Et j'ai exhorté les combattantes de l'UDPS que nous devons travailler main dans la main, dans l'unité, pour que cette alternance de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit une réussite. En toute gratitude, la combattante de l'UDPS dont le gouvernement Mouyej a rendu les hommages mérités au chef de l'État Félix Tshisekedi qui s'implique à fond aux questions de genre dans son mandat, mais aussi le gouverneur de province Richard Mouyej qui a accepté sans gêne de travailler avec les femmes, dont elle-même Nathalie Ngandou. Voyons à présent ce qu'a été la célébration de la Journée internationale des droits de la femme avec les femmes de Goma. MEAD attendait association de mamans engagées pour l'autoprise en charge et le développement, a célébré ce dimanche 15 mars une année depuis sa création. Cette initiative de Madame Saouda Kaongia a choisi d'exposer sur le leadership féminin avec les femmes ici de toutes les couches sociales de la société. Madame Saouda Kaongia a retracé les actions réalisées durant la première année dans l'accompagnement des œuvres de femmes en insistant sur la vision et les rôles de la femme pour un leadership transformationnel. Parmi les invités à cette célébration de l'an 1, je suis aussi heureuse d'avoir été parmi les femmes qui veulent accéder à un développement durable en province du Nord Kivu. Nous avons essayé de signifier aux participants qu'est-ce qu'est un leader, quelles sont ses attributions, quel est le comportement d'un leader dans la société. C'est ce que nous avons discuté avec les participants dans la salle et c'était aussi l'objectif de notre assise. MEAD a été créé suite à un constat de l'oppression due à la misère sur les nombreux défavorisés et nécessité pour qu'ils puissent sortir de l'exploitation économique, de la domination politique et de l'aliénation culturelle, a fait savoir l'initiatrice avant de partager un repas copié avec les convives. Un
communiqué nécrologique avant de boucler ce journal. La station provinciale de la RTNC Kisangani dans la province de la Chopo est en deuil. Elle vient de perdre un de ses anciens directeurs provinciaux en la personne de M. Étienne Bwanda Bwana qui a rendu l'âme à Kisangani aujourd'hui à 4 heures du matin. En attendant le programme des obsèques, le corps du défunt est gardé à la morgue de Kisangani. Le présent communiqué de non-lieu de faire part s'adresse à tous les ressortissants de l'ancienne grande province orientale. Le soutien à la coalition FCC cache, c'est l'essentiel du message de l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, Jonathan Bialoussouka, aux nombreux militants de son parti. Cédric Kenina. Une preuve de plus de l'ancrage de l'Alliance pour la bonne gouvernance dans le Tchangou à travers son leader, Jonathan Bialoussouka Ouattara. Dès l'entrée du marché de la liberté, Mzé Laurent Désiré Kabila, près de 2 km de marche jusqu'au point de chute. L'autorité morale de l'ABG, qui s'est fait accompagner de son épouse, Régine Ouattara, a été accueillie chaleureusement par une foule attachante. Élu de Tchangou, aujourd'hui ministre national de la pêche et élevage, Jonathan Bialoussouka a appelé la population à un soutien sans condition à la coalition FCC Cash, en évitant toute manipulation. Dans le cadre d'une visite familiale dans mon quartier natal, c'était plus une visite familiale, mais vous venez de voir comment j'ai été accueilli en triomphe ici. C'est l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est ici où je suis né, c'est ici où j'ai grandi, c'est ici où se trouve ma vie. Voilà, je dis bonne fête à toutes les mamans. Je me suis réjoui avec la famille et l'ABG toujours en haut. Engouement et effervescence de ce qui s'apparentait à une visite familiale s'est du coup transformé à une matinée politique. Vu la grandeur de l'homme d'État, sa popularité dans une ville de plus de 12 millions d'habitants, l'ABG se confirme donc comme étant le fer de lance du FCC dans cette partie de la capitale. Dans les prochaines heures, vous aurez le compte-rendu de la réunion extraordinaire des ministres. Cette réunion est présidée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 22 h Betty Amani pour la suite de l'actualité.